Je vous demande d'applaudir Amélie Cordier. Et donc je disais, je suis particulièrement content de la recevoir ce soir parce que Amélie a participé au lancement de Cigogne dans les premiers ateliers qu'on a menés, était présente avec nous pour nous aider à décoller. Donc voilà, c'est une personne très chère pour moi dans ce projet. Du coup, Amélie, j'ai envie de te poser une question très brute. C'est quoi l'IA ? Merci Olivier. Alors, juste avant que Jean-François franchisse la porte, je voulais vous remercier pour votre... Je ne veux pas vous faire rater votre train, mais je voulais vous remercier pour votre intervention, particulièrement inspirante, qui va me permettre de faire une quantité incroyable de parallèles dans la discussion qu'on va avoir avec Olivier. Et je tenais à vous dire que je vous rejoins sur quasiment tous les points, en particulier la confiture et le PFH. Merci. Et ça va pas être facile de parler d'intelligence artificielle après ça. Du coup, je vais pas le faire. D'accord. Voilà. Et je vais demander à ChatGPT de s'en occuper à ma place. Qui n'a jamais vu cette interface ? Ah, quand même. Donc la démo peut être intéressante. C'est l'interface de l'outil dont on parle le plus en ce moment dans l'actualité. Et je lui ai demandé, alors je vais lancer ma petite animation, je lui ai demandé de faire le boulot à ma place, parce que j'ai un petit côté paresseux que certains connaissent très bien. Donc je lui ai demandé de se mettre dans ma peau, c'est-à-dire d'imaginer que c'était une conférencière brillante, hein, un peu quand même, particulièrement douée en pédagogie et avec un petit sens de l'humour. Et je lui ai demandé de me faire une introduction de 3 phrases pour ce soir, pour essayer de capter votre attention. Bon, le résultat, je vous laisse lire si vous voulez, vous pourrez regarder la vidéo après, est pas très brillant. D'abord, c'est pas une introduction de 3 phrases, ce sont 3 introductions différentes. Et je les ai lues et je m'ennuyais déjà. C'est d'une platitude absolue. J'espère qu'on sera un peu plus à la hauteur que ça. Donc j'ai interagi avec ChatGPT en lui expliquant que c'est pas ce que j'avais demandé. En fait, je voudrais qu'il soit moi, c'est-à-dire qu'il soit brillant, qu'il soit intelligent. Et surtout que ce que je voulais, c'était une introduction qui comporte 3 phrases. Bon, il a recommencé, alors il y a du progrès, c'est-à-dire que si on lit les textes, il y a une tentative d'humour, c'est un peu plus court, c'est un peu plus sympa, mais ça reste toujours 3 introductions différentes, dont dans certaines on parle de démystifier l'intelligence artificielle de manière amusante. Super, la consigne c'était d'être amusant. Bref, ça vole pas très haut. Donc j'insiste. Alors c'est ça qui est bien avec les IA génératives et en particulier les IA conversationnelles, c'est qu'on peut dialoguer et échanger avec elles et espérer qu'elles comprennent un peu plus vite que vos stagiaires comprennent un peu plus vite que les IA, pardon. Bon, bref, j'insiste. Donc je dis que je veux une introduction courte, pédagogique, ludique et avec une blague dedans. Et bon, là, on pourrait faire ça pendant des heures. Là, vous allez voir que la blague, elle porte sur les congés maladie, ce qui ne me paraît pas une blague très pertinente devant un parterre d'entrepreneurs. Bref, c'était l'enfer, donc j'ai abandonné et finalement on va discuter tous les deux, Olivier. Bon, alors on y va avec des questions un peu plus sérieuses. Est-ce que tu peux, Amélie, nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ce que tu nous as montré, ce qui se cache derrière les IA de manière plus générale, en fait ? Oui, je crois que je peux. On ne va pas parler tout de suite de ChatGPT, qui est la partie émergée de l'iceberg, qui est le sujet qui fait parler les médias aujourd'hui. On va parler de l'intelligence artificielle en général. Alors je vais dire que j'allais faire plein de parallèles avec les présentations précédentes, pas que celle de Jean-François. L'intelligence artificielle, l'idée de faire des machines qui sont capables de raisonner, elle n'est pas toute jeune. Alors moi, je ne vais pas citer Socrate, je vais citer Aristote, qui cherchait déjà à savoir si on pouvait mécaniser la pensée, tout simplement, pour résoudre des problèmes. Donc ce n'est pas une idée neuve. Hein. On a beau vous présenter ça comme la révolution de novembre 2022, ce n'est pas une idée neuve. Le concept d'intelligence artificielle, on le date des années 50, particulièrement 1956, si on veut être scientifiquement précis. On pourrait en discuter pendant des heures, ce n'est pas l'objet.
Ce que je veux que vous reteniez de l'intelligence artificielle ce soir, c'est qu'en fait, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a l'intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles, de nombreux outils qu'on développe depuis qu'on a des ordinateurs, puisque la définition d'intelligence artificielle, c'est la capacité à faire des machines capables de résoudre des problèmes. Donc il fallait bien commencer par avoir des machines. Et ces différents types d'intelligence artificielle qui existent, en fait, elles sont déployées dans les entreprises depuis des années. On n'a pas attendu ChatGPT pour se préoccuper de la question. Alors, vous allez me dire, ouais, mais peut-être pas dans la mienne. Oui, peut-être pas dans la vôtre, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle dont on parle, ce n'est pas majoritairement l'intelligence artificielle qu'on utilise. Alors, si tu veux plus de précision, on peut dire qu'il y a plusieurs grandes familles, deux en particulier, l'intelligence artificielle dite symbolique. Les critiques appelleraient ça la GoFi, la Good Old-Fashioned AI, l'IA des vieux. En fait, ça résout des tas de problèmes. Parlez-en à Esker, par exemple, ils vous diront qu'ils en font toujours. Et puis, il y a l'intelligence artificielle dite numérique ou connexionniste, ou qu'importe, où là, on ne cherche plus à programmer des machines de sorte à résoudre des problèmes, mais on cherche à leur apprendre à résoudre des problèmes en leur montrant des exemples. Ça, c'est l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a quelques années, pour ceux qui s'intéressaient déjà à ça, on parlait de machine learning, de deep learning. C'est quelque chose qui voit aujourd'hui beaucoup de développement et surtout beaucoup de cas d'usage qui l'approchent de plus en plus de nous. Est-ce que ça répond à ta question ou est-ce que tu veux plus de détails? Moi, je pourrais te laisser parler pendant des heures, mais je crois qu'on a un timing à tenir. Je sais. Non, donc la compréhension, les IA, je crois qu'effectivement, on voit bien que ça vient pas depuis novembre 2022, mais depuis plus longtemps. Ceci étant, on a quand même, au niveau de la population, eu un gros flash en novembre 2022, où maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est à la portée du commun des mortels. Et en fait, ça peut faire peur, en fait. Il y a pas mal de peurs qui peuvent émerger, alors certaines rationnelles, d'autres un peu moins. Qu'est-ce que tu penses de ces peurs? C'est une question intéressante. Toi, tu dis il y a eu un flash en 2022. Je pense que les gens qui lisent la presse vont dire que ouais, mais il y avait déjà eu un petit flash en 2017. Et puis même d'autres qui te diront ouais, dire que je lis pas la presse. Non, mais enfin si, tu fais ce que tu veux. Et puis d'autres qui diront ouais, mais il y a peut-être eu des trucs en 2012 aussi. En fait, toutes ces dates sont effectivement des paliers où le sujet de l'IA a pris un peu plus de place, enfin un peu moins de place chez les chercheurs, enfin si, de la place chez les chercheurs, mais un peu plus de place dans la vie quotidienne. Et on a commencé à en parler dans la presse. D'abord parce qu'il y a eu tous les succès autour du deep learning, puis tous les succès autour de AlphaGo, mais aussi, en parallèle de ça, toutes les lettres des chercheurs qui se souciaient de l'impact de l'intelligence artificielle, de l'impact sociétal, mais aussi, dans certains cas, l'impact militaire. En 2017, ça a été le cas. Donc le sujet de la peur, c'est souvent quelque chose qui, quelque part, a été un déclencheur de la discussion autour de l'intelligence artificielle. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, moi, je distingue deux types de peurs. Il y a les peurs que je qualifie de non légitimes, qui sont alimentées, il y a même trois types de peurs. Il y a les peurs non légitimes qui sont alimentées gracieusement par notre culture et en particulier par la science-fiction, que ce soit les livres, les films, ou chez nous, pauvres occidentaux, quand il y a de l'intelligence artificielle dans un bouquin, ça se finit rarement bien pour les humains. Et donc, si on n'est pas formé à ce que c'est que l'intelligence artificielle, on a rapidement tendance à penser que c'est Terminator, au mieux c'est Wall-E, mais en général c'est Terminator ou la Matrice ou je sais pas quoi. Et donc, elle va prendre le contrôle de l'humanité, nous dominer tous et nous détruire parce que c'est le seul moyen de sauver la planète. Bon, celle-là, on va la balayer. Il reste deux catégories de craintes. Il y a les craintes qui certes sont légitimes de l'intelligence artificielle transforme nos sociétés, transforme nos emplois, transforme notre quotidien, et on y reviendra. Et puis, il y a les craintes qui sont compréhensibles, mais qui sont peut-être un peu moins légitimes, de se dire que l'intelligence artificielle est vraiment intelligente, qu'elle va prendre le contrôle d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle va permettre des prises de contrôle. Et dans ce cas-là, on imagine qu'on parle d'IA
consciente, ou en tout cas motivée, animée par une volonté propre, et on n'est pas du tout dans ce tableau-là. Donc si on devait continuer à élaborer sur le sujet, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux peurs qui sont légitimes de transformation induite par cette déferlante de l'intelligence artificielle. Super. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient peur de l'IA et de l'image qu'on peut en avoir au travers des films ou des livres que tu as cités, mais je crois qu'on peut évacuer définitivement cette peur. Dans le titre, là, on disait ChatGPT transforme déjà nos entreprises. Comment elle est rentrée dans nos entreprises, cette IA, déjà? Dans ta poche. C'est pas une blague, en fait. Aujourd'hui, alors, je reviendrai sur la blague de la poche, mais ce qui est intéressant, c'est que par le passé, l'intelligence artificielle entrait dans les entreprises pour résoudre des problèmes. On travaillait dans l'industrie, on avait des problèmes d'optimisation, on allait chercher un algorithme capable de résoudre ces problèmes d'optimisation. On avait des problèmes de contrôle qualité, on allait chercher des algorithmes de vision pour faire du contrôle qualité. Donc on a toujours été dans une introduction contrôlée de l'impact de l'intelligence artificielle dans les process des entreprises. Ce qui se passe avec ChatGPT, et alors il n'y a pas que lui, mais malheureusement on a tendance à faire l'amalgame entre intelligence artificielle générative et ChatGPT fait par OpenAI. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à toucher à une intelligence artificielle tout propos, multipurpose, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui sert un peu à tout. Et donc tous les gens qui osent tester, essayer et se rendre compte de ce qu'on peut faire avec ça, et qui en voient des bénéfices pour leur activité professionnelle, le font. Donc en fait, ta question, par où elle est rentrée par la poche de tes employés qui ont ChatGPT sur leur téléphone portable ou qui regardent ça dans leur navigateur et qui se disent, bah là j'ai un mail à écrire à un client, je ne sais pas trop comment le tourner, je vais demander à ChatGPT de le faire, ou qui se disent, bah zut, il faut que je lise cette notice en anglais, mais je suis une quiche, bah, c'est pas grave, ChatGPT va me le traduire, ou qui se disent, ah je dois générer des commentaires produits pour tester mon algorithme de classification de sentiments, et bah, je vais dire à ChatGPT de m'écrire des commentaires bidons sur des faits rares passés. Et en fait, ça rentre par là. Donc ça rentre de manière totalement, par capillarité, et de manière totalement incontrôlable. Ouais, du coup, ce que je comprends, c'est qu'avant, on faisait rentrer l'IA pour résoudre des problèmes qui étaient plutôt des problèmes de processus par rapport au métier de nos entreprises, et que maintenant, ça rentre plutôt par les salariés qui, d'eux-mêmes, vont l'utiliser pour améliorer, pour tout. Voilà, pour tout, et en particulier pour travailler différemment, en tout cas. Du coup, la question que je me pose, c'est autant avant, je dirais, quand j'étais responsable d'un périmètre métier, d'un processus métier, je savais me retourner vers l'IT pour aller faire un projet d'IA pour améliorer mon processus. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui en tant que manager, directeur ou même chef d'entreprise pour pouvoir gérer finalement cette IA qui arrive par des canaux que je n'avais pas forcément anticipés? Alors ça, c'est une excellente question aussi. Je te remercie de l'avoir posée. D'abord, il faut décider. On n'a rien préparé, hein, je vous le dis. Non, pas du tout. D'abord, il faut décider si tu as envie de gérer ça ou pas. C'est un choix. Hein. Je ne vais pas vous obliger à gérer l'arrivée de ChatGPT dans vos entreprises. Personnellement, je sais ce que je ferais si j'avais mon entreprise. Ça ne va pas changer fondamentalement ton process. À part si l'IA est la valeur ajoutée de ton produit, c'est peut-être le cas, légèrement. Mais n'importe quelle entreprise peut très bien se dire qu'elle décide de continuer à fonctionner comme elle fonctionne et d'avoir ses process qui fonctionnent comme ils fonctionnent et d'utiliser des outils, peu importe. Ce que ça va changer, en revanche, c'est la façon dont les gens vont contribuer à ce process. Après, on pourra regarder les différences par métier, hein, il y en a beaucoup. Mais ça va aussi changer les sources d'où peuvent émaner de nouvelles idées pour résoudre des problèmes. Et donc, ce qui est difficile à gérer, c'est cette multitude de nouvelles opportunités, de nouvelles idées qui apparaissent, mais aussi toutes les inégalités que ça engendre. Donc en tant que manager, alors on peut en reparler juste après si tu veux, hein, de ces inégalités, mais en tant que manager, la première chose à faire, c'est d'essayer de tester, de regarder ce que ça fait, de comprendre le pouvoir de ces intelligences artificielles génératives. Parce que si tu n'as jamais utilisé ChatGPT ou équivalent, ou si tu n'as jamais généré une image sur Midjourney, par exemple, et puis que les gens dans ton équipe, ils le font,
tu ne vas pas comprendre ce qui se passe et tu ne vas pas savoir réagir. S'il y a des inégalités qui se creusent entre tes employés, parce qu'il y en a un qui était plutôt bon, mais il ne savait pas écrire et c'était une vraie barrière pour lui, puis l'autre qui était plutôt moins bon et qui savait très bien écrire, bah peut-être que en fait, le plutôt bon qui ne savait pas écrire, il va devenir excellent grâce à cet artefact de l'intelligence artificielle qui va lui permettre d'écrire des emails super bien, de qualité, qui ciblent le client, qui savent être tournés de la façon nécessaire pour que la personne en face réponde, etc. etc. Et puis l'autre, lui, il ne va pas progresser. Et tu ne vas pas savoir gérer cette espèce de fracture complètement imprévisible qui se passe dans ton équipe. Alors si on parle des développeurs, c'est tout un sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Tu vas te retrouver avec des développeurs qui disent non mais de toute façon, et je les comprends, de toute façon l'IA, bon ok, elle génère du code le temps que j'aille boire mon café, mais le code il est pourri, puis il n'est pas testé, et puis voilà. Donc ils ne vont pas vouloir le faire, tes bons développeurs. Par contre, tu en as peut-être d'autres qui vont se dire ouais certes, le code il est pourri, mais il est écrit. Et si mon job c'est juste de l'améliorer pour que ça marche, bah, ça m'a fait gagner un temps de dingue. Et là aussi, tu vas créer une inégalité, tu vas créer des divergences d'opinion sur la façon de gérer le travail, sur les process que tu t'es cassé la tête à mettre en place dans ton entreprise et tu ne vas pas savoir les gérer. Donc bref, c'est que des exemples comme ça, mais pour répondre à ta question, la première chose à faire, c'est t'informer, te former, pour comprendre et ensuite décider comment tu veux réagir. Et je crois que c'est un message qui est important. Enfin, le message d'Amélie, je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous. Parfois, on se sent un peu loin de ces technologies-là. On se dit, je ne vois pas en quoi elles vont me changer mon quotidien au travail. Je ne parle même pas de la vie privée, mais en tout cas au travail. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir ensuite effectivement dialoguer avec ses collaborateurs. Alors après, ça dépend des tranches d'âge, mais on a aussi des collaborateurs, des gens qui sortent d'école aujourd'hui, qui en quelques mois ont appris à utiliser cet outil-là d'une manière incroyable. Alors, pas toujours de manière très, très avouable, mais en tout cas, ils arrivent avec une vraie expertise sur ces sujets-là. Et moi, je vous invite vraiment, j'ai vu qu'il y avait pas mal de mains qui s'étaient levées quand on a montré la copie d'écran. Je vous invite réellement à regarder ce que c'est, à comprendre comment ça marche, parce que effectivement, l'intelligence artificielle générative ou ChatGPT pour caricaturer, on voit que ça a un impact sociétal. C'est-à-dire qu'avant, on avait des IA qui avaient des impacts économiques, c'est-à-dire qu'on venait optimiser un process, on venait accélérer quelque chose, on venait rendre quelque chose de plus efficient. Là, aujourd'hui, on voit que dans une entreprise, ça peut créer des écarts, des différences sur des profils qui sont a priori des profils qui ont des valeurs similaires, en tout cas, enfin des valeurs, des compétences similaires. Donc je pense que la première chose, effectivement, en tant que manager, c'est vraiment de s'approprier, de comprendre, de tester et de ne pas attendre de m'apercevoir que j'en ai besoin. Donc, merci pour cette réponse. Bon, je vais squeezer une ou deux questions parce que tu as apporté déjà des réponses, donc ça serait de la redite. Non, je voudrais qu'on aborde la problématique de la confidentialité, qui est une problématique qui revient souvent. Quand je partage là avec ChatGPT, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, juste avant de répondre à ça, parce que j'aime bien ne pas répondre tout de suite aux questions, je voudrais modérer un peu tout ce qu'on s'est dit là. Et notamment, tu dis, je vous invite à tester, à voir, c'est bien. Mais moi, je vous invite à aller plus loin que tester et comprendre ce que ça fait. Je vous invite aussi à vous construire, vous forger votre opinion sur les outils. Et tu vas voir, c'est lié à la question de la confidentialité. Parce que vous avez bien compris hein, qu'on parle de transition, d'impact sociétal. En fait, quand on décide d'adopter un outil comme ChatGPT et de l'intégrer dans ses pratiques, on fait un choix, on vote. On décide de soutenir le développement d'une technologie, d'accepter que cette technologie participe à notre quotidien. Et ce choix, en fait, on peut, alors je ne vais pas vous dire décider de ne pas le faire, mais décider de le faire autrement. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de ChatGPT, hein, c'est pas le sujet. Je ne suis pas non plus là pour vous dire de ne pas l'utiliser, ce n'est pas mon objectif non plus. Je suis là pour vous montrer que, en fait, vous avez le choix. Je vais juste vous raconter une toute petite anecdote pour vous expliquer, pour essayer de vous faire toucher du bout du doigt ce qu'il y a derrière cette idée de choix. Avant même de parler des impacts sociétaux et des impacts environnementaux qui sont colossaux. Lorsque j'ai testé ChatGPT, pas pour la première fois, mais au tout début,
je lui ai demandé d'écrire mon discours d'investiture au poste de présidente de la République. Rassurez-vous, je ne candidate pas. Et il m'a écrit un discours, j'aurais pu le prononcer. J'étais en phase, bon, j'avais mis quelques spécifications, j'étais en phase avec chaque ligne du discours, de l'éducation à l'impact sociétal, en passant par l'environnement, l'intelligence artificielle, tout y était. La dernière phrase du discours, c'était « Dieu vous bénisse ». Alors, ça vous fait rire comme ça. En fait, pourquoi la dernière phrase du discours, c'est « Dieu vous bénisse » ? Parce que n'oublions pas que ChatGPT, c'est fait par OpenAI, que OpenAI, c'est une boîte américaine, que c'est une boîte américaine qui entraîne des modèles d'IA à partir de jeux de données, mais qui ne fait pas que ça. Derrière, il y a le PFH, dont on parlait tout à l'heure. Je vous avais promis de faire des parallèles. Le PFH, c'est que, en fait, on ne va pas juste entraîner une IA à partir des données du web, et puis lui dire de nous cracher les résultats, parce que sinon on apprendrait que la Terre est plate, que Socrate a parlé la semaine dernière, enfin je vous en passe. On l'entraîne, puis après on lui donne des tâches, et on fait ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement avec feedback humain, c'est-à-dire qu'il y a des humains, qui sont mal payés dans des pays défavorisés, qui vont aller juger, pour chacune des tâches qu'on a confiées à l'IA, si la réponse qui est donnée est bonne ou mauvaise. Alors si la tâche c'est de faire 2 + 2, et que l'IA répond 5 et que l'humain dit non, là, tu aurais dû dire 4. Bon, il n'y a pas beaucoup d'impact. Mais si la tâche, c'est de juger la qualité d'un discours politique, et que l'humain, il a ses guidelines, enfin, sa ligne de conduite qui lui est donnée par OpenAI, eh ben, il va porter des valeurs qui sont celles d'OpenAI, ou de peu importe qui vous mettez derrière. Hein. Encore une fois, je ne parle pas que de ChatGPT, mais l'humain va porter des valeurs qu'il va introduire dans le système. Et vous, quand vous décidez d'utiliser ce système, c'est à vous de voir si vous décidez d'accepter ces valeurs ou pas. Alors, si votre utilisation de ChatGPT, c'est de faire de la classification d'emails pour faire la différence entre des commandes et des factures, ou pour, je sais pas moi, labelliser automatiquement vos opérations bancaires à la fin du mois, l'impact est mineur. Mais si votre utilisation de ChatGPT, c'est pour écrire vos contenus sur LinkedIn, on commence à toucher des sujets un peu plus sensibles. Et si votre utilisation de ChatGPT, c'est pour produire des contenus pédagogiques pour vos enfants, on commence à appuyer un peu plus fort. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas utiliser ces intelligences artificielles, ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je vous dis, c'est que ChatGPT, c'est une boîte, hein, il y en a d'autres, qu'elle porte un certain ensemble de valeurs, mais que derrière ce qu'on utilise, et tu me demandais au début d'expliquer ce qu'il y a derrière ces modèles, c'est ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models. Ce sont des modèles qui ont été entraînés à partir des données, et ces modèles de langage, il en existe pléthore. À vous de décider lesquels vous voulez utiliser. Et si vous voulez vous donner l'opportunité à l'avenir de pouvoir choisir quel modèle de langage vous utiliserez dans l'IA de votre entreprise, parce que vous utiliserez forcément des IA génératives dans vos entreprises un jour ou l'autre, eh ben, il faut leur donner la chance d'exister aujourd'hui. Et donc, il faut choisir. Bon, et donc, tu avais une question sur la confidentialité. Excuse-moi. C'était ma minute... T'as peur, hein. Non, pas du tout. C'était ma minute militante. Alors, c'est une bonne question, la confidentialité. Parce que, alors je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai montré la vidéo, mais tout en bas, c'est marqué que c'est un produit, donc l'interface qu'on utilise, hein, qui est accessible librement, vous pouvez y aller, tester, il faut juste vous enregistrer. Cette interface est un produit de recherche. Donc qui dit produit de recherche dit que lorsque vous l'utilisez, bah, évidemment, vous fournissez de la donnée au système. Hein, c'est comme ça que vous le payez. Et en contrepartie, le système s'enrichit et les gens peuvent continuer à faire de la recherche dessus et vous proposer une nouvelle version qui est un peu meilleure. Alors, quand on utilise l'interface ChatGPT, et c'est là que c'est important de comprendre la différence entre OpenAI, qui est la compagnie, ChatGPT, qui est le produit sur une interface web, et le modèle GPT 3.5 qui est derrière. Bref, quand vous utilisez ça, et ben là, il n'y a pas de confidentialité, sauf si vous avez coché la case introuvable sur le site web. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez à ChatGPT est collecté pour entraîner de manière itérative les versions suivantes du modèle. Alors vous pouvez décider de ne pas le faire. Ça a posé quelques problèmes au tout début où des gens étaient très pressés de tester ChatGPT, où il y a
des DAF qui ont donné toutes les données financières de leur compagnie très grande, dont le nom commence par un S, située à l'international. Et ça leur a posé pas mal de problèmes parce que maintenant, si vous voulez savoir les 15 dernières années de chiffre d'affaires de Samsung, c'est assez facile à trouver. Voilà. Mais aujourd'hui, le problème de la confidentialité, hein, ils sont pas innocents. Les Américains, ils ont bien compris. Donc, il est cadré. Et donc, il existe des versions packagées du produit, c'est-à-dire du modèle de langage, qui sont disponibles sur plusieurs plateformes. Alors, si on parle de GPT 3.5 ou de GPT 4 d'ailleurs, qui sont disponibles donc sur certaines plateformes, soit directement chez OpenAI, soit chez Azure, soit peu importe ce que vous choisissez, et pour lequel en fait les contrats d'engagement en termes de confidentialité des données, que ce soit les données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle ou les données que vous fournissez au moment de l'inférence. L'inférence, c'est quand on pose des questions au modèle et qu'il nous répond. Ben ça, c'est super cadré. Aujourd'hui, on peut très bien utiliser Loom ou GPT-4 ou ce que vous voulez en ayant signé un contrat. Alors évidemment, il faut payer, hein, la gratuité a ses limites, mais vous pouvez très bien utiliser ce genre de modèle en vous assurant que vous avez balisé en amont la sécurité et la confidentialité des données. Après, tout ça est vrai aujourd'hui, c'est-à-dire dans le contexte géopolitique actuel. Si le contexte géopolitique venait à évoluer entre l'Europe et les États-Unis, je ne garantis pas que cette clause de sécurité et de confidentialité continuerait à être maintenue. Bon, après, c'est la responsabilité à chaque personne qui construit un produit d'assurer le chiffrement de ses données. Tout à fait. Boum. Si tu veux, on parle de l'environnement après. Non, bah non, ça va aller. Là, je crois que c'est bon. Non, je ne sais plus où on en est au niveau du temps parce que je crois qu'on a dû un peu exploser l'agenda, le timer. Bon, je crois qu'on peut du coup clore le débat là. Mais en fait, j'ai plein d'autres questions, mais on va. Alors, on avait même imaginé prendre des questions dans le public, mais on a le temps ou pas? Ouais, on a le temps. Et bah, du coup, je vous propose qu'on prenne des questions dans le public. Si certains d'entre vous ont envie de poser des questions à Amélie, c'est le moment. La première, c'est toujours la plus difficile. Donc, le temps que vous réfléchissiez... Ah bah si, on a une question ici. Mais le temps que vous réfléchissiez à votre question, juste pour conclure, je suis peut-être un peu critique dans mon propos sur le sujet, j'ai mes raisons de l'être, mais vous êtes entrepreneur, vous êtes dirigeant, vous êtes manager dans vos entreprises. Je ne peux vous donner que 2 conseils. Le premier, c'est d'essayer, quoi qu'il en coûte, que ce soit ChatGPT ou autre chose. Et le deuxième, c'est de vous entourer de gens qui savent. Et ils sont assez faciles à identifier. Tous ceux qui se qualifient experts en IA depuis novembre 2022 seulement ne doivent pas être crus. Prenez les plus vieux. Merci tout d'abord. Ma question c'était, est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des IA qui vont piocher la data? Vous expliquez qu'on les entraîne donc avec de la data, de la saisie. Est-ce qu'il y a des IA qui vont déjà piocher la data sur la totalité d'Internet, entre guillemets? Alors, je vais faire une bonne réponse de Normande, oui. Allez, et non. Je suis normand, ça me va. Voilà, moi aussi. La totalité d'Internet, c'est indéfinissable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'identifier. Aujourd'hui, dans les chiffres que je connais, on sait par exemple que GPT-3, donc on est déjà 2 versions en arrière, a été entraîné sur un corpus de données que OpenAI refuse de partager. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils ont utilisé, mais pour lequel ils ont communiqué quelques chiffres. Et ils ont notamment communiqué le fait qu'ils avaient utilisé l'intégralité de Wikipédia, ce qui représente 3,5% de leur corpus total. Wikipédia, multilingue, 3,5% du corpus total de GPT-3. Donc on peut supposer qu'ils utilisent énormément de données. Après, il y a un deuxième point à prendre en compte. Alors, il y a 2 choses qui sont vraiment très importantes à comprendre. La première, qui est juridique, c'est qu'aujourd'hui, il y a une levée de bouclier de certains fournisseurs de données, notamment les artistes, mais pas que, qui commencent à dire qu'en fait, ils refusent que le contenu qu'eux ont produit soit utilisé pour entraîner des IA génératives. Donc ça ferme quelques portes, mais ce n'est pas suffisant pour fermer l'entièreté du web. Mais c'est intéressant quand même dans la démarche.
La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne réentraîne plus des modèles à partir de rien. On réentraîne, on améliore des modèles existants. Donc en fait, on construit des couches par-dessus des couches par-dessus des couches. Alors c'est difficile à imaginer, mais aujourd'hui, quand on entraîne GPT-4, par exemple, on réentraîne seulement GPT 3.5 en rajoutant des données. Donc tout ce que GPT 3.5 a vu, GPT-3 l'avait déjà vu et l'avait déjà assimilé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me disais aussi. Est-ce qu'il y a des IA européennes un peu qui sont dans nos valeurs? Oui, bien sûr. Alors, non, c'est une super question en fait, et c'est un peu le point dans mon propos qui est de dire on fait un choix politique, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a une constellation d'entreprises et de projets européens qui proposent des modèles de langage qui sur le papier sont moins bons que GPT-4. Il reveut le micro. Donc sur le papier, ils sont moins bons, mais en fait, vous savez, c'est comme quand vous allez dans un magasin puis que vous regardez des télés, toutes les unes à côté des autres. Et puis il y en a une qui est forcément vachement plus belle que les autres, mais elle n'est pas dans votre budget. Puis vous prenez celle d'à côté. Puis quand vous êtes revenu chez vous, votre télé, vous la trouvez magnifique, parce qu'il n'y a pas la télé encore plus magnifique qui est là pour vous dire que votre télé, elle est juste un peu moins bien. Elle est elle est suffisante pour votre vision. Avec les modèles de langage européens, on parle de ça, c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont à 97%, 98% sur certaines tâches, là où ChatGPT va être à 99,5%. Et en fait, 98%, c'est déjà bien trop par rapport à votre petite tâche de classification d'opérations bancaires. Donc, pourquoi ne pas utiliser des modèles qui, en général, en plus, sont moins gourmands en énergie, ont coûté moins en entraînement, sont parfois plus raccords avec nos valeurs européennes, plutôt que d'utiliser le modèle parce que c'est lui qui brille, quoi. Et est-ce que ça pourrait faire sens de créer une IA qui serait un LLM, là, comme tu dis, dédié à la construction et l'immobilier? Y en a-t-il en France? Alors maintenant, il y a quelques années, quand tu m'as embauché pour faire ça, ça avait... Non, mais voilà, on va se dire les choses de manière très transparente. Ça faisait complètement sens. Aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut prendre un LLM généraliste qui va gérer tout l'aspect générique du langage, c'est-à-dire la capacité à dire bonjour, à comprendre une instruction du style « génère-moi un texte », puis de le spécialiser pour ta tâche particulière. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a plus de, ça n'a plus aucun sens de construire des modèles de langage pour un domaine particulier en partant de rien. Là, en fait, on part du générique et on va vers le spécifique. Donc, si la communauté du BTP se met ensemble et partage toutes ces données et va prendre un modèle, alors prenez pas GPT-4, prenez Bloom par exemple, et puis décide de spécialiser Bloom pour faire Bloom BTP, et ben, vous êtes les rois du pétrole, de l'énergie solaire, pardon. Il faut combien d'argent pour ça? De moins en moins, c'est ça qui est intéressant. Alors, on peut critiquer OpenAI sur plein de choses, mais dans OpenAI, il y a quand même Open. Et ce que ça veut dire, c'est que les modèles qui sont produits par OpenAI sont ouverts. C'est-à-dire que vous pouvez les récupérer. Ce que vous ne pouvez pas récupérer, c'est les données qui ont été utilisées pour les entraîner et les gens qui ont été payés pendant des siècles, en temps humain cumulé, pour spécifier les tâches. Aujourd'hui, le temps gagné à récupérer des modèles génériques et à les spécialiser, en fait, c'est une économie significative. Et en fait, il faut de l'énergie et surtout identifier les bonnes tâches, les bons cas d'usage pour spécifier ces modèles. Et il y a des très beaux acteurs dans l'écosystème des startups européennes qui font ça. Merci Amélie. Avec plaisir. Je vous propose qu'on arrête les questions. Si vous avez d'autres questions... Si vous avez d'autres questions, Amélie reste avec nous ensuite, donc vous aurez tout loisir de pouvoir discuter avec elle.